Bonjour, monsieur François Molins. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine qui est diffusé en vidéo sur YouTube et en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Monsieur François Molins, vous avez passé l'essentiel de votre carrière comme magistrat au parquet. Pour tous les Français et la plupart des Français, mais je pense que tout vraiment les Français, vous êtes le visage de l'antiterrorisme à la suite de la vague d'attentats malheur terribles de 2012 à 2018. Puis vous avez été procureur général près la Cour, je fais des fois De la faute, cassation. comme beaucoup de Français j'imagine, près la Cour de cassation, et vous venez d'écrire un livre formidable que je montre et au nom du peuple français, édité chez Flammarion sur votre vie, je dirais incroyable. Euh, Déjà au nom de tous les membres du Club Lamartine et des Français, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous protéger chaque jour. Et vraiment, quand on lit votre livre, bah, merci. Puis, vous avez été... alors, la première question, elle est, quel est le rôle que vous avez en tant que procureur quand il y a un attentat? Oui, en matière terroriste. Alors d'abord, plus largement, avant de parler des attentats, le rôle d'un procureur, c'est de mettre en œuvre une politique pénale qui est décidée par le gouvernement, et puis c'est de conduire des enquêtes, effectivement, donc de diriger l'exercice de la police judiciaire, de décider de l'orientation qui doit y être apportée, et puis si les faits sont constitués, de demander le renvoi devant la juridiction qui va juger, et là de demander une peine. Mais en matière de terrorisme, c'est un petit peu plus compliqué, parce que le procureur de la République a en fait beaucoup de compétences par rapport à un procureur lambda. Or, d'abord, il a une compétence qui est nationale. Donc, c'est lui qui gère toutes les affaires terroristes. Donc, sa première compétence, ça va être de qualifier les faits et de décider s'ils sont terroristes ou s'ils ne le sont pas. Et c'est cette décision-là qui va conditionner toute la suite. Si jamais il décide que c'est terroriste, eh bien, il va se saisir. Et s'il se saisit, il faut qu'il désigne des services d'enquête. Alors, en général, il y en a trois. Il y a la sous-direction de l'antiterrorisme, il y a un service de police judiciaire local, parisien ou provincial, et il y a la direction générale de la sécurité intérieure. Et comme il y en a trois, il faut en désigner un qui va coordonner l'ensemble de ces gens. Ça représente beaucoup de choses, hein. Sur les attentats du 13 novembre, par exemple, il faut savoir qu'il y avait près d'un millier d'officiers de police judiciaire qui travaillaient. Donc c'est absolument colossal, un millier de policiers. Et c'est vous qui Donc, pilotez ou c'est la police? Comment ça ah non, fonctionne? non, c'est le parquet qui dirige l'enquête, hein, avec une équipe autour de lui. Le procureur est assisté par une section antiterroriste qui, à l'époque, était composée de 12 ou 13 magistrats. Donc, après avoir désigné les services d'enquête, eh ben, il faut lancer, donc, effectivement, désigner des magistrats pour aller avec les policiers sur les scènes de crime. Il faut ensuite suivre l'évolution des investigations et les sécuriser juridiquement pour qu'ensuite on ne puisse pas venir chercher des irrégularités qu'on viendrait soulever pour faire annuler des pièces de la procédure devant le tribunal. Il faut lancer la coopération pénale internationale. Il y a un aspect coopération internationale dans tous les dossiers aujourd'hui. C'est chaque fois, hein, c'est systématique. Il faut s'occuper de la médecine légale, donc il va falloir prendre les décisions pour savoir quel corps on autopsie, quel corps on autopsie pas, et si on autopsie pas, de quel type d'examen médico-légal on va avoir besoin. Il faut participer au dispositif d'aide aux victimes et il faut enfin communiquer. En fait, vous êtes Donc au cœur de ça fait, l'enquête. oui, et sur les dispositions d'aide aux victimes, il y a une dernière responsabilité qui est très importante, c'est que on a l'obligation de signaler au Fonds de garantie des victimes du terrorisme l'identité de toutes les victimes dans les jours suivant les attentats, parce que ce fonds de garantie va devoir leur faire une offre provisionnelle d'indemnisation dans le mois suivant l'attentat. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment des compétences qui partent dans tous les sens. Oui, parce que j'imagine pour beaucoup de Français, on pense que c'est la police qui dirige l'enquête. Non, 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 non. La police judiciaire, elle est dirigée en France par le procureur de la République. Alors, et on entend souvent parler des frictions entre la police et la justice. Dans ce cas-là, les liens sont plus fluides ou c'est aussi compliqué?
Non, il n'y a pas en général de gros conflits entre la police et le parquet, hein. C'est pas véritablement un partenariat parce que le parquet dirige la police judiciaire et donc contrôle son exercice, mais c'est des très bonnes relations en général. C'est des relations, bien sûr, il y a un peu de contrôle, mais c'est des relations souvent fondées sur la confiance. Les relations sont plus tendues, par contre, souvent entre la police et les juges qui rendent les décisions puisque ça renvoie à ce reproche qui d'ailleurs à mon avis n'est pas très fondé sur le laxisme des juges. Les juges n'ont jamais été aussi sévères et les prisons sont surpeuplées. Mais les relations sont bonnes hein, et de confiance en général entre la police et le parquet et tout particulièrement en matière de terrorisme, hein. On travaille avec des services spécialisés qui sont composés d'analystes de haut niveau et on a de très très bonnes relations avec eux. Alors, déjà eu l'occasion d'échanger sur le terrorisme avec un autre invité, mais euh, la France a toujours été victime du terrorisme depuis des années, sous différentes formes. Comment vous vous expliquez qu'il y a eu une intensification entre 2012 et 2018 du terrorisme en France? Alors c'est vrai que la France a toujours été victime du terrorisme, le terrorisme il a toujours existé et c'est un peu, on peut dire que c'est un peu la guerre des temps modernes, hein, avec des conflits effectivement récurrents. Mais je pense que la France est devenue en réalité une des cibles les plus fortes au regard du phénomène terroriste en raison d'un certain nombre de choses, hein. Il y a d'abord, j'allais dire, l'histoire coloniale de la France, hein, avec les difficultés d'intégration d'un certain nombre de populations venant des anciennes colonies françaises, qui perdurent après plusieurs générations. Il y a bien sûr les positions de la France en matière de laïcité, notamment à travers ces lois qui ont été votées sur la laïcité et l'interdiction du voile intégral. C'est des choses qui ont effectivement déplu, on va dire, à certains pays et à certains aux islamistes purs et durs, hein, les plus radicaux. Il y a eu l'histoire des caricatures. Hein, certainement, qui a aussi contribué à alimenter en réalité encore l'intensité de cette polémique. Et puis enfin, il y a eu le rôle de la France et le positionnement de la France au sein de la coalition internationale qui s'était déployée contre les organisations djihadistes au Proche-Orient, en Irak et en Syrie. Donc tout ça a fait effectivement que, à partir de 2012, la France a été devenue une cible de plus en plus importante, hein. Moi, je pense que même qu'elle était quasiment devenue la cible numéro un de Daesh en 2014-2015, hein, puisqu'il y avait eu à D'accord. l'époque des appels au djihad qui avaient été faits par cette organisation terroriste et qui s'adressaient aux hommes aussi, mais aussi aux femmes et aux enfants, hein, à tous les musulmans quels qu'ils soient, pour attaquer les Français où qu'ils se trouvent et par n'importe quel moyen. Voilà un peu, je pense, les facteurs d'aggravation du risque terroriste au cours de ces années. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'intensification, il y a moins d'attentats, euh, comment dirais-je, passer à l'action, mais est-ce que le niveau est aussi haut ou on a rebaissé Alors, depuis? il est peut-être pas aussi haut qu'en 2015 parce que je suis pas sûr que Daesh ait les mêmes capacités logistiques de venir projeter des commandos terroristes en Europe ou aux États-Unis. Mais le risque terroriste il reste quand même très important, hein, avec cette menace endogène, hein, avec les sortants de prison, les endurcis, donc avec les gens qui, j'allais dire, sont pas forcément identifiés, qui risquent de passer sous les radars des services de renseignement, avec des attentats individuels et des passages à l'acte isolé. Et puis on a vu avec la Russie les risques représentés par tous ces représentants des communautés russophones, hein, qui peuvent venir des pays des districts sud de la Fédération de Russie, hein. Ça, c'est effectivement très net. Et je rappelle d'ailleurs qu'au mois de septembre, Al-Qaïda avait formalisé des menaces contre la France et contre la Suède Hmm. qui s'était traduite, qui s'était matérialisée, puisque quelques semaines après, un attentat avait été commis par des islamistes djihadistes contre des supporters suédois qui se trouvaient en Belgique pour voir un match de Hmm. football. Donc tout ça, c'est pas du tout virtuel, hein, c'est vraiment ancré dans la réalité. Une question un peu personnelle. Comment on vit après avoir vécu autant d'horreurs en première ligne, quoi?
Mais je pense que ce sont des choses véritablement horribles, abominables, auxquelles on n'est pas préparé, hein. Même si un procureur, je disais tout à l'heure, ça voit souvent des scènes de crime, donc c'est habitué à la violence, hein. Mais on n'est pas préparé à ça, donc on ne peut pas s'y habituer nécessairement. Et je pense que c'est des images qui vous marquent à vie, hein. Alors après, bon, on réagit plus ou moins difficilement en fonction de sa personnalité, de sa solidité, de sa fragilité. Mais on vit avec, quoi, hein. Voilà ce que je pourrais dire, hein. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas oublier, ça, nécessairement. Oui. Parce que vous expliquez dans vos livres que vous êtes rentré plusieurs fois Oui, trois sans, fois. sans comprendre vraiment pourquoi vous êtes rentré plusieurs fois dans le Ben, Bataclan. en fait, je vais pas compter, mais après coup, j'ai été amené à me poser la question. Je me suis dit, tiens, pourquoi je suis rentré trois fois sur cette scène de crime? Pourquoi je suis rentré trois fois dans le Bataclan? Donc j'ai essayé de me l'expliquer parce que j'étais pas effectivement obligé d'y rentrer trois fois. Une ou deux fois aurait peut-être suffi. Et je pense qu'en réalité, c'est parce que je suis dans une attitude de déni et que dans mon fort intérieur, je me refuse à croire ce que j'ai vu et je me refuse à croire ce qui s'est passé. Mais comme je dirige une enquête, il faut quand même que je réalise les choses. Je pense que c'est ça qui explique que j'y sois rentré plusieurs fois. Parce que j'arrive pas à croire à la réalité de ce que j'ai vu. Tellement c'est abominable. Et c'est ce trait de caractère qui vous a emmené à être le juge antiterroriste euh, par votre carrière? C'est cette force Non, moi, intérieure? j'ai aucune vocation là-dessus, hein. J'allais dire, du terrorisme, j'en ai fait quand j'étais à la direction des affaires criminelles et des grâces, dans les années 2000 à 2004, où j'étais directeur adjoint. J'en ai encore fait un peu nécessairement quand j'étais directeur de cabinet de deux ministres, parce que c'est des dossiers que je suivais. Et puis après, j'allais dire, je suis tombé dedans quand j'ai Hmm. été nommé procureur de Paris, hein. Je suis tombé dans la marmite, hein, si vous me permettez l'expression. Oui, oui, bien sûr. Et donc, comme c'était une des compétences effectivement fortes du parquet de Paris, j'y suis arrivé à un moment où le sujet montait en gamme très vite, puisque l'affaire Mera, elle se produit 3 mois, 4 mois après mon arrivée, 4 mois après mon arrivée. Donc c'est quelque chose auquel je me suis frotté très rapidement. Et puis c'était effectivement l'un des sujets emblématiques du parquet de Paris, dans lequel je me suis donc beaucoup investi avec mes équipes de magistrats et de fonctionnaires. Et vous expliquez dans votre livre que vous travaillez en équipe. Et ça, c'est Oui, peut-être oui, c'est aussi sûr. Un parquet, c'est un, une équipe. Un une- parquet, c'est une équipe, hein. C'est pas un fonctionnement individuel, c'est un fonctionnement en équipe, un fonctionnement collégial qui en réalité vous renforce beaucoup parce que moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective et au courage collectif. Et quand on est dans une équipe avec des collègues compétents et investis, on arrive à faire des choses très intéressantes et très efficaces. Aujourd'hui, est-ce que la prison joue son rôle? Bah, des rôles, elle en a plusieurs. Elle a plusieurs rôles, la prison. Et je pense qu'elle les joue de façon inégale. Il y a un premier rôle qui est finalement de devoir exécuter une peine. Vous êtes condamné à une peine de prison, donc vous payez votre dette à la société et vous allez être enfermé dans un lieu clos pendant la durée de la peine. Alors de ce côté-là, on peut dire que la peine, la prison assume correctement son rôle puisque les peines de prison sont exécutées dans des établissements pénitentiaires dans lesquels l'ordre règne à peu près et dans lesquels il n'y a pas d'évasion. Mais, mais la prison, elle a un second rôle très important, qu'elle doit préparer à la réinsertion, puisque la personne qui a été condamnée et qui exécute sa peine doit, à l'issue de l'exécution de sa peine, retrouver sa place dans la société et essayer de revenir dans le droit chemin. Donc la peine de prison doit aussi servir à cette réinsertion. Et là, je pense que la prison ne remplit pas très certainement, moi c'est une conviction, son rôle de la même façon. Et je pense que le rôle en matière de réinsertion n'est pas rempli aujourd'hui, compte tenu de l'organisation des prisons, compte tenu de la surpopulation pénitentiaire qui empêche de faire ce travail correctement, et compte tenu d'un suivi aujourd'hui de la part des services de probation qui n'est pas suffisamment étroit et pas suffisamment rigoureux à raison des textes législatifs qui existent, mais aussi à raison de l'organisation et surtout du manque de moyens des services de probation, d'insertion, des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Voilà. Donc ce rôle réinsertion devrait être beaucoup plus investi, parce que je pense qu'il est essentiel
à une bonne prévention de la récidive. Est-ce que le, le, le procureur que vous avez été, euh, quand il entend un détenu avait 9 téléphones euh, et qu'il organisait toute la prison, qu'est-ce qu'il en, comment il prend l'information, comment il réagit? Ben, moi, je suis furieux quand j'entends ça. Mais je regardais dernièrement les chiffres. J'ai vu que l'administration pénitentiaire avait communiqué sur les téléphones portables trouvés en détention. Alors, vous connaissez la règle, hein. Il y a des téléphones fixes pour les Oui, détenus qui peuvent téléphoner. Les téléphones portables sont interdits. Je crois qu'en 2022, on a trouvé un peu plus de 40 000 téléphones portables dans les prisons françaises. Et en 2023, 52 ou 53 000. Donc, moi, je trouve ça assez scandaleux, quoi. Et ça veut dire que, quelque part, il y a une porosité très importante qui existe et qui fait que la règle d'interdiction n'est pas respectée. Et c'est ça, effectivement, qui est pas admissible et qui permet à des truands et à des criminels, mais ça, on le sait depuis très longtemps, de continuer leur petit trafic depuis leur cellule. Ça, c'est absolument inadmissible. Donc, je pense qu'il faudrait avoir une approche différente là-dessus. Et ça fait des années que c'est comme ça. oui, oui. Et on voit pas, en tout cas en tant que citoyen, on voit pas l'évolution. Alors, il y a peut-être des évolutions et on n'est plus qu'à la marge, mais la marge, Ouais. Si la règle existe, donc elle doit être respectée, ou alors il faut la changer, mais ça, c'est pas, c'est absolument anormal. on a souvent, en tout cas au moment des attentats, eu le débat entre les trafiquants de drogue et le terrorisme. Est-ce qu'il y a un Oui. lien ou c'est fantasmé ou c'est quels seraient les liens ou quels sont les liens? Alors il y a un lien. Alors tout le monde n'est pas de cet avis, hein. Il y en a certains qui le contestent encore. Ce lien, après, il faut le moduler, si vous voulez, sur un plan géopolitique. Si on raisonne sur un plan franco-français, le lien n'est pas évident. Mais par contre, on a pu voir dans l'émergence du phénomène terroriste dans les années 2012, 2013, 2014, 2015, des liens entre la criminalité organisée et violente et le terrorisme. Et on a vu effectivement un phénomène de porosité qui a fait que certaines personnes qui étaient des criminels, notamment des braqueurs ultra-violents, mais je pense à Mehdi Koulibaly, mais je pense aussi à Mera, qui sont devenus en réalité des terroristes. Donc on a effectivement ce lien entre les deux. Si on élève un peu le regard et qu'on regarde ce qui se passe au plan international, alors là, je veux dire, la réponse, elle est évidente. Et on sait très bien que sur certains continents, en Asie et particulièrement en Afrique, vous avez des liens en matière de financement du terrorisme, donc entre le terrorisme et certains phénomènes de criminalité organisée qui renvoient essentiellement au trafic de stupéfiants et à la traite des êtres humains et à tous les trafics qui tournent autour de l'immigration. D'accord. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, on sait qu'on a des liens avérés avec effectivement des phénomènes de criminalité organisée auxquels on a recours pour venir financer certains mouvements terroristes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les pays n'ont pas le même regard là-dessus. Certains pays sont peut-être plus sensibles à ces phénomènes que d'autres. Je pense notamment aux États-Unis, Est-ce que vous avez compris, qui du coup sont beaucoup plus vigilants que nous. est-ce que vous avez compris comment ces personnes basculent? Pardon? Est-ce que vous avez compris comment ces profils basculent en fait de trafic de drogue à terroriste? Mais écoutez, moi, pour les cas que j'en ai, si je prends les exemples, alors c'est toujours difficile de généraliser parce que c'est Bien toujours lié sûr. à des parcours personnels. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ces braqueurs et ces gens qui étaient dans la criminalité violente ou la criminalité organisée, s'ils ont basculé, c'est soit lorsqu'ils étaient en liberté sous l'influence de prêcheurs radicaux dans les mosquées, soit en prison au contact d'autres détenus radicalisés. Et ça, c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Mera ou pour Amélie Coulibaly. Les JO approchent. J'imagine que ça doit être à fond dans les bureaux. Euh, Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que comment Mais je pense il faut nécessairement s'inquiéter parce que, bon, la menace est là, déjà, Jeux Olympiques ou pas, hein, elle existe depuis plusieurs mois, pour pas dire depuis plusieurs années.
même si encore une fois, elle a pas forcément la même intensité qu'en 2015, hein, mais elle est réelle hein, aujourd'hui, elle est véritablement réelle. Et puis, il faut bien prendre conscience que des Jeux Olympiques, c'est un événement planétaire qui n'intervient que tous les 4 ans et qui, à l'image de tous les grands événements de ce type, je pense à l'Euro de football, je pense à la Coupe du monde de foot, génère effectivement les mauvaises pensées d'un certain nombre d'individus qui sont nuisibles, hein, et qui effectivement, le terrorisme djihadiste aujourd'hui, il vit beaucoup grâce à la médiatisation. C'est-à-dire que le terroriste djihadiste, et les organisations terroristes djihadistes mettent toujours en scène et médiatisent au maximum leur action. Donc il est bien évident que des événements comme ça les intéressent nécessairement. Oui, ils recherchent la pub, quoi. Ouais. Alors, dans votre livre, et je l'ai découvert, et j'en suis vraiment désolé, euh, que vous étiez le monsieur qui a créé le téléphone d'urgence pour les femmes. Oui, oui, oui. Alors, franchement, Pas tout seul, pas tout seul, parce que non, c'est dû à l'idée d'une militante féministe qui dirigeait l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis, qui s'appelait Ernestine René. C'est elle qui a eu l'idée. Mais effectivement, elle est venue me la proposer. Et donc, il lui fallait, si le parquet avait dit non à l'époque, ça ne se serait pas fait. Donc, ça s'est fait effectivement ensemble, et grâce à l'aide du Conseil général de Seine-Saint-Denis ah et bah, du Conseil régional d'Île-de-France. ouais, bravo. Et c'est pour rendre à César ce qui appartient à César, effectivement. Aujourd'hui, on en entend parler, et j'avais l'information à titre personnel, m'avait échappé que c'était vous. Et Oui, en oui, lisant le livre, j'ai découvert ça. Euh, Vous avez été directeur de cabinet d'Alio Marie, sauf, c'est ça? oui. Je me trompe pas. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre la justice et le politique? Et est-ce que le politique intervient dans les affaires? Alors, moi, c'est vrai que j'ai été directeur de cabinet de 2 ministres, hein, un peu, j'allais dire, par hasard et par accident, parce que, je le dis dans mon livre, j'appartiens à aucun réseau, hein. Je, je le dis toujours parce qu'il y a des tas de gens qui ont cru que je l'étais parce qu'ils croient qu'il faut l'être pour arriver au plus haut poste. Je ne suis pas franc-maçon, je ne suis encarté ni politiquement ni syndicalement. Et en réalité, j'ai été appelé comme directeur de garde des Sceaux parce que la ministre de l'Intérieur qui était Madame Alliot-Marie, à l'époque, avait apprécié ma façon de travailler avec la police. Donc elle voulait un magistrat et du coup, elle a pensé à moi. Et j'y suis allé, moi, en pensant que je pourrais peut-être apporter quelque chose. Or, bon, ça a peut-être été un peu illusoire. J'espère avoir apporté des choses, mais je me suis rendu compte aussi assez vite que en politique, l'action est souvent le fruit de compromis et qu'on est souvent en train de porter des choses avec lesquelles on n'est pas totalement d'accord, au moins sur le détail. Donc, au bout d'un moment, ça a fini par me lasser, et au bout de 2 ans et demi, donc, je suis redevenu procureur. Les relations avec le politique, elles sont complexes, hein. Moi, j'ai vécu 2 époques au cours de ma vie, avant la loi du 25 juillet 2013 et après. Avant la loi du 25 juillet 2013, le politique peut donner des instructions au parquet dans le cadre des affaires individuelles. J'ai été victime de ce genre de choses au bout de 2 ans de fonction quand j'étais à Carcassonne. Je l'explique dans le livre, je ne vais pas dire de quelle façon, donc ça incitera les lecteurs à aller lire ce qui s'est passé. Oui, oui. Et j'ai été traumatisé, j'ai vraiment ressenti, j'ai reçu des instructions écrites de classement dans un dossier financier, et j'en ai été profondément meurtri et choqué, et je me suis juré que ça ne m'arriverait plus jamais, et ça ne m'est plus jamais arrivé. Parce que ça m'a servi de leçon, j'ai compris comment il fallait faire. Et donc ça a été cette époque jusqu'à 2013, hein, où c'est aussi comme ça que j'ai été convoqué un jour de mars 2012 dans le bureau d'un président de la République qui voulait avoir des renseignements sur l'affaire Tapie. Il m'a jamais demandé de classer, bien évidemment. Il était trop malin pour ça, mais je sentais bien qu'il n'était pas pour que je poursuive. Voilà, donc j'y suis allé parce que je me suis inscrit dans l'institutionnel. Je rappelle en plus que le président de la République, au terme de la Constitution, est là pour garantir l'indépendance de la justice. Donc j'avais pas de raison institutionnelle de ne pas y aller. Et puis, il y a eu cette loi du 25 juillet 2013, donc, qui aujourd'hui interdit aux politiques de donner des instructions au parquet. Donc, les parquets sont, depuis cette loi de 2013, réellement indépendants pour mener les enquêtes et le politique ne peut plus leur donner instruction. Pour autant, les rapports sont complexes hein, parce que vous avez un réflexe naturel de nombreux politiques qui estiment que la justice est là aussi pour ne pas trop les embêter. Certains même pensent qu'elle est là pour les protéger.
Et il y a souvent un réflexe qui consiste à penser que le procureur qu'on a nommé, puisque c'est le président de la République qui les nomme, doit aussi les protéger et arrêter les dossiers. Ben non, c'est pas ça le rôle d'un procureur. Le procureur, c'est de veiller à l'application de la loi et de conduire les enquêtes en toute impartialité, en enquêtant à charge et à décharge, et en toute indépendance du politique. Donc, c'est compliqué, effectivement, parce que ces dernières années, vous avez eu depuis 12-15 ans un certain nombre de dossiers politico-financiers qui ont concerné des politiques qui, finalement, quand on regarde ce qui s'est passé, tous, qu'ils soient de droite ou de gauche, au gouvernement ou à l'opposition, ont en réalité été unis dans une réaction quasiment unanime. C'est la réaction qui consiste à ce que dès qu'un procureur ou un juge vous cherche des noises et s'intéresse à ce que vous auriez pu faire de mal, et ben tout de suite, vous allez le faire apparaître comme une sorte de Zorro qui agit à des fins personnelles, et vous allez essayer de le discréditer en essayant de faire croire qu'en réalité, il est animé non pas par un souci d'enquête objective, mais par le souci de nuire à la personne politique à laquelle il s'intéresse. Voilà. Et ça, je pense que c'est pas bien. C'est pas bien pour la démocratie et c'est pas bien pour l'indépendance de la justice. Parce que la justice, en réalité, ne fait que son travail quand elle dirige ses enquêtes et quand elle s'intéresse à ce qui a pu se passer. C'est son travail et il faut le respecter. Alors, vous avez été procureur en Corse, Oui, et est-ce que la Corse est un territoire différent quand on est procureur, euh, ou c'est pareil partout? oui. Non, c'est un territoire différent. D'abord, c'est une île. Une île, c'est un territoire qui n'est pas comme un autre, hein, en termes de mentalité, de fonctionnement. C'est un pays qui est très, très intéressant et très attachant, avec des valeurs très fortes, hein, sur notamment l'importance de la famille, la parole donnée, de la solidarité, un sens de l'honneur qui est poussé extrêmement loin, donc des valeurs traditionnelles très fortes. Mais c'est aussi un territoire avec une population, moi à l'époque où j'étais, c'était 250 000 habitants, hein, donc 100 000 de moins qu'aujourd'hui, où tout le monde quasiment se connaît, où vous n'avez aucun anonymat. Et où il faut effectivement faire extrêmement attention parce que quand vous exercez des fonctions comme ça, vous êtes identifié immédiatement. Donc en fait, il faut chercher à se protéger parce que c'est le midi, hein, c'est des fonctionnements de société un peu claniques où on cherche toujours à avoir des services. À faire rendre des services. Quand on vous rend service, eh ben, on devient obligé. Donc, il faut vivre un peu en vase clos et faire très attention aux relations qu'on a. Voilà. Mais c'est un territoire sur lequel moi j'ai beaucoup appris parce que c'est un territoire dans lequel, si vous voulez, il n'y a pas des hauts niveaux de petite délinquance, mais la délinquance, la criminalité financière et la criminalité organisée, elle, est à un très haut niveau. Et on apprend énormément ce parquet général et ces deux parquets. C'est véritablement un territoire hors norme et une expérience professionnelle hors norme pour un magistrat. Et Et donc, là, moi, j'ai vraiment. le lien entre grand banditisme et indépendantiste terrorisme, il est comment? Ben, on va dire, il a toujours existé, ce lien, parce que ça, je l'ai vu à travers mon expérience parisienne. C'est parfois difficile vous savez qu'il y a longtemps eu encore ce qu'on appelait un impôt révolutionnaire, hein. C'est-à-dire qu'il fallait payer pour protéger ses biens et ne pas voir ses maisons victimes d'attentats à l'explosif. J'ai vu de nombreux dossiers dans lesquels c'était difficile de faire la part des choses entre ce qui était impôt révolutionnaire et ce qui était extorsion purement individuelle. Et du coup, c'est parfois difficile de qualifier un acte de terroriste ou pas. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous avez été procureur général près la Cour de cassation. S'il y avait Ouais. une chose à retenir de ce que vous avez fait en tant que À la procureur Cour de général. cassation, Ouais. on va être positif. À la Cour de cassation, j'avais plusieurs casquettes, hein. J'étais procureur général à la Cour de cassation. Je présidais la formation parquet du Conseil supérieur de la magistrature. J'étais autorité de poursuite devant la Cour de justice de la République. Et enfin, j'étais vice-président du conseil d'administration de l'école de la magistrature. Donc, vous voyez, j'avais beaucoup de compétences. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai des souvenirs
positifs, d'autres qui le sont moins. Pour rester dans la positivité, je garderai un souvenir, moi, c'est le revirement de jurisprudence que j'ai pu obtenir sur la compétence universelle de la France pour permettre à la France de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Voilà, c'est ce souvenir-là que je garderai, avec une décision qui a été rendue un mois avant mon départ et qui, je pense, a beaucoup contribué à faire avancer les choses et notamment l'efficacité de notre pays dans la lutte contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et les génocides. Voilà, ça me paraît extrêmement positif. S'il fallait en retenir un, je retiendrais celui-là. François Molins, merci d'avoir accepté cet échange. J'invite vraiment tout le monde à lire votre livre Au nom du peuple français. Et encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous protéger chaque jour. Et quel parcours brillant et incroyable. Vraiment, ça pourrait faire un très très bon film, euh, un très très biopic. Et si un réalisateur m'écoute, nous écoute, eh ben, je l'invite à le lire et peut-être à se rapprocher de vous pour y réfléchir parce que votre vie est une aventure humaine incroyable. Merci, monsieur. Merci, monsieur, et merci au Club Lamartine.